Salut! Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire une vidéo sur le thème de faut-il révéler ses faiblesses, et je terminerai par vous donner un exemple avec ce que je considère comme des faiblesses à moi. Voilà. Alors, tout d'abord, bon, j'ai pris quelques notes, mais je suis bien meilleur sans notes, même si c'est un peu moins bien fait sinon. Alors, je me suis dit, est-ce que révéler ses faiblesses, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas? On est dans une société où maintenant il ne faut montrer que le meilleur de soi, que le positif, de plus en plus de par les réseaux sociaux, avec Facebook, Twitter, Instagram et tout ça, où finalement on ne montre qu'un instantané de sa vie, ou ce qu'on ne veut que bien montrer, les photos, des textes et tout ça. Et finalement on occulte tout ce qui est moins beau à montrer, moins beau à dire, moins facile à dire, moins dans les émotions, moins dans ses points négatifs. On n'ose pas trop le montrer parce qu'on ne veut pas le montrer, on ne veut pas paraître faible, on pense que les gens vont s'en servir contre nous. Et moi je pense qu'au contraire, révéler ses faiblesses, déjà c'est faire une sorte d'acte de bravoure, mais c'est aussi pouvoir les transformer en force. Je m'explique. On n'a pas l'habitude de les partager aux autres, et pourtant c'est ce qu'on devrait faire. Alors, ce qui fait une faiblesse en réalité, c'est la peur que quelqu'un le découvre. C'est la peur que quelqu'un s'en serve contre nous. C'est surtout ça. Mais c'est aussi une faiblesse, c'est une faiblesse que si on compare par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à une norme sociétale établie. Une faiblesse, dans un autre référentiel, n'est pas une faiblesse, mais peut-être une force. Et inversement, une force peut devenir une faiblesse. Par exemple, la gentillesse. La gentillesse, maintenant, de nos jours, elle est plutôt considérée comme quelque chose de négatif. C'est considéré comme une faiblesse. Pourtant, je trouve que c'est la plus noble des valeurs, et que c'est plutôt une qualité, un point fort. Il faut juste savoir comment l'utiliser, comment le montrer. Et bien sûr, c'est pas parce que on est gentil qu'on est con, hein. Même si parfois, effectivement, on peut se faire avoir. Et c'est donc ça, la même valeur, la même chose, peut être une faiblesse ou une qualité, selon comment on la perçoit, selon comment elle est perçue dans la société, selon comment elle est récupérée par les autres aussi. Et donc une qualité, une faiblesse peut être une faiblesse dans une situation, mais une force dans une autre. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'objectif, c'est vraiment quelque chose de subjectif par rapport à des référentiels extérieurs à nous. Peut-être même intérieurs à nous aussi. Et si justement, du coup, on prenait les devants en déclamant nos faiblesses aux autres, en prenant de l'avance, en prenant le dessus, en déclamant ce que l'on considère chez nous comme une faiblesse ou un traumatisme, ou en déclamant ce que l'on ne veut pas que les autres sachent de nous. Alors, il y a une différence, j'y reviendrai un peu à la fin. Donc qu'est-ce que ça ferait si on révélait ses faiblesses, ses traumatismes? Eh bien, pour avoir testé il y a 2 jours de ça, dans une soirée de développement personnel, émotionnel, eh bien, je me suis aperçu qu'en révélant certaines choses, déjà ça libérait. On se sent plus fort, ça libère d'en parler, ça nous libère nous-mêmes, le fait de le verbaliser à haute voix et de le partager aux autres nous libère. On s'aperçoit que les gens aussi l'accueillent bien. Bien évidemment, ça dépend à qui vous le dites. Il ne faut pas non plus le dire à n'importe qui. Mais souvent, ça peut même faire un effet miroir, puisque de dire une de nos faiblesses, quelque chose dont on a peur, un de nos traumatismes, eh bien on s'aperçoit que la personne en face peut avoir vécu la même chose, peut se reconnaître, peut le vivre, peut l'avoir vécu ou le vivre encore maintenant de façon peut-être moins forte que ce que nous on ressent. Donc l'effet miroir, comme je vous disais. Mais surtout, je pense qu'en révélant cette faiblesse, eh bien ça ne devient plus une faiblesse. Ça peut devenir une force. Puisqu'on a conscience de notre faiblesse, eh bien on sait que si la personne à qui on l'a dit risque de s'en servir, eh bien on l'attendra au tournant. On saura qu'on peut s'en servir contre nous, et même si on n'a pas travaillé sur cette force, on saura certainement comment s'en protéger et quoi faire. On saura que les personnes
connaissent nos faiblesses. Et s'ils connaissent nos faiblesses et qu'on les a révélées, eh bien c'est plus une réelle faiblesse puisqu'on n'a plus peur qu'ils la découvrent. On n'a plus peur qu'ils s'en servent réellement contre nous, puisque même inconsciemment, on saura quoi faire. On sera plus déstabilisé s'ils révèlent notre secret, notre faiblesse, notre traumatisme au monde, ou s'il utilise une faiblesse physique contre nous. On saura normalement comment faire, et si même on ne sait pas comment faire, on le préviendra. On saura qu'il risque de s'en servir contre nous, et de savoir comment agir avant, ou comment agir pendant, mais on l'attendra au tournant. On saura, on s'y attend, on est préparé. Ça ne sera pas une surprise. Voilà. Et du coup, en ayant conscience, je pense que ça ne peut plus nous atteindre, ou en tout cas plus aussi fort que si on voulait le garder caché. Imaginez que vous ayez fait quelque chose de honteux et que vous ne voulez pas que ça se sache. Un secret. Ouais, un peu par exemple en politique, quoi. Voilà. Vous avez couché, vous avez trompé votre femme, par exemple. Vous ne voulez pas que ça se sache. Alors effectivement, vous allez avoir peur que ça se sache, que votre maîtresse aille le révéler et tout ça. Mais si vous prenez les devants en assumant vos actes, en prenant les devants, en le révélant à votre femme, eh bien tout simplement, ça peut devenir une force, puisque vous ne serez plus la victime en disant oh, « ma femme m'a découvert, elle m'a fichu à la porte » et ça. Non, vous assumerez vos actes, vous lui révélerez. Et de ça, vous reprendrez un peu votre pouvoir en vous. C'est peut-être pas le meilleur exemple, c'est celui qui m'est venu à l'esprit. Sinon, un autre exemple, ça pourrait être sur une faiblesse physique. Vous faites un sport de combat, disons la boxe, hein, j'ai Rocky qui me vient en tête par exemple. Et à ce moment-là, vous avez, comme souvent, vous avez un décollement de la rétine, ou en tout cas vous voyez moins bien d'un œil. Le fait que votre adversaire sache ce point faible, et que vous savez qu'il le sait, eh bien vous saurez, vous vous attendez que justement il vous prenne à revers et essaye d'amener des coups qui viennent du côté où vous voyez moins bien. Et dans ce cas-là, vous allez modifier complètement votre façon de combattre, votre façon de bouger, et justement ça va vous rendre plus fort. Vous aurez peut-être même préparé le terrain en apprenant à vous battre, en recevant des coups de côté ou tout en sachant vous déplacer pour les éviter. Vous aurez mis des tactiques en place. Ça vous aura renforcé. Vous aurez comblé, consciemment ou inconsciemment, cette faiblesse ou ce traumatisme dont je pouvais parler. Vous n'aurez plus à lutter contre votre peur, que ça se découvre, puisque vous l'aurez dit vous-même. Vous aurez pris les devants. Plus personne ne pourra vous faire de mal en révélant un secret, puisque vous l'aurez dit vous-même. Vous aurez coupé l'herbe sous le pied de vos détracteurs, de vos adversaires. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fort. Mais que ça soit dans la vie professionnelle, amicale, amoureuse, qu'est-ce que je ne sais plus ce qui manque, le boulot, etc. Ça pourra toujours vous aider. Alors, je relis juste et je pense que je vais passer à mes exemples. Voilà. Donc avouer, je pense que c'est la première chose à faire. Alors, si je devais vous révéler, j'ai décidé de noter quelque chose que je voulais vous dire, que je considère chez moi comme des faiblesses, que j'ai toujours cachées en tout cas, et que j'ai toujours voulu cacher, donc j'ai toujours eu honte, des faiblesses ou des traumatismes. Alors j'ai commencé à les lister et je me suis aperçu qu'il n'y en avait pas tant que ça. Il y en a quelques-unes que j'ai pu avouer il y a 2 soirs dans la soirée, et je me suis aperçu qu'en fait c'était rien du tout, et que c'était très bien accueilli, que la personne avait même vécu ça aussi. Donc après on s'en fiche, après une fois qu'on l'a dit, on pourrait le révéler à plusieurs autres personnes sans problème, puisque c'est aussi, quand on a peur de le dire, c'est aussi parce qu'on se juge soi-même et on pense que les personnes à qui on le dit vont nous juger d'une certaine manière, vont nous juger de la même manière qu'on se juge nous-mêmes. Et c'est la pire chose à faire, c'est de se mettre à la place des autres et de penser à ce qu'ils pensent de nous. Voilà, ça c'est la pire des conneries puisqu'on ne sait jamais. Mais en étant authentique, en vous ouvrant aux bonnes personnes, bien évidemment, parfois même aux mauvaises, hein, toujours être proche de ses ennemis aussi, eh bien vous verrez que c'est bien accueilli et que finalement on ne s'en servira pas contre vous, quoi. La plupart des gens ont un bon fond. Alors, je vais commencer, je vais vous donner
La lumière n'est pas très bonne, hein, là j'ai l'impression. Ça change beaucoup avec le temps qu'il fait. Alors, celui que j'ai caché depuis le plus longtemps, et je vais le dire comme ça, je ne vais pas trop le développer, mais ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo si ça vous intéresse, et je pourrais vous en parler, ça concerne peut-être beaucoup de monde de manière chronique, ou ça a pu l'être à un moment donné. C'est mes TOC. J'ai eu des TOC, donc troubles obsessionnels compulsifs. Il y en a de différents types, mais les principaux que j'ai eus, c'est de vérification. C'est-à-dire vérifier à chaque fois que je partais de chez moi, qu'est-ce qu'il y avait? La lumière, les plaques de gaz, les portes, les fenêtres étaient bien fermées. Et il y a des moments, ça peut me prendre 1 heure de temps, quoi. Ça, c'est surtout quand je m'absente de chez moi très longtemps. Plus je m'absente de chez moi longtemps, et plus ça dure, quoi. Voilà, plus je sais que je vais revenir vite chez moi, moins ça dure. Après, bien sûr, c'est influencé par le stress et tout ça. Donc ça, c'est les principaux. Et je dirais qu'en fait, c'est depuis que j'ai eu mes 18 ans. Voilà. Et à mes 18 ans, il s'est passé 2 choses. Après le bac, en fait. Et j'ai toujours pensé qu'il y avait un lien avec l'une ou l'autre de ces 2 choses. Alors je vous les dis pas, comme ça me permettra de vous faire une deuxième vidéo si vous voulez que je vous en parle. Mais voilà, j'ai trouvé des facteurs déclenchants, quelque chose dans ma vie qui fait que j'ai certainement encore ces TOC. Alors je pourrais très bien dire que c'est en lien avec ma surdouance ou mon autisme, mon hypersensibilité comme j'ai pu vous en parler dans la vidéo d'avant. Effectivement, ça se retrouve, c'est assez décrit dans la littérature. Bon, c'est pas super important. Tout est-il que je les ai et ça fait à peu près 16 ans en fait que j'en ai. Il y a eu des périodes où ils ont complètement disparu, ça n'a pas duré longtemps et le facteur déclenchant qui les a fait revenir a toujours été le même. À savoir, bon, je vais vous le dire, en fait c'était à chaque fois que je reprenais le boulot de médecin, quoi. Alors je dis pas que quand je pratique pas du tout la médecine ils disparaissent, mais il y a des périodes où ils sont moins, quoi. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors bien évidemment, les TOC étaient associés à une phase. Il n'y a pas que la compulsion et les pensées, il y a aussi toute une anxiété de vie, d'angoisse d'existence qui influence ma vie au quotidien. Donc ça c'est un peu plus profond, mais c'est pas ça dont j'ai le plus honte. Je pourrais dire, ça c'est pas une de mes faiblesses, mais parce qu'on me dit souvent l'inverse, c'est tout le monde me dit mais t'es super calme, t'as une grande confiance en toi, tu as un grand calme intérieur, on me l'a encore dit il y a 2 jours, et je me dis mais comment c'est possible que les gens pensent ça? Alors effectivement, alors que c'est pas du tout vrai au fond de moi, mais je suis une cocotte minute, quoi. Ça boue, c'est pas loin d'exploser. J'ai fait beaucoup de progrès par rapport à il y a 10 ans quand j'ai commencé à me prendre en charge, 11 ans presque maintenant. J'ai beaucoup évolué, mais au fond de moi, ça boue, j'ai du mal à être calme, même avec la méditation. Donc voilà, donc ça c'était juste pour casser un mythe, hein. Je sais que ça se voit, je sais que extérieurement ça se voit pas, je sais que je parais très calme, mais intérieurement c'est pas du tout ça. Et alors une autre chose, attendez, je vais vous retrouver, les addictions multiples. Alors maintenant, qui n'est plus addict à quelque chose, hein, on s'est rendu compte que l'addiction c'était surtout lié en fait à un manque de développement de ces réseaux sociaux, au manque de liens sociaux, de ne pas avoir assez d'amis, de ne pas avoir assez de personnes tous les jours, de ne pas avoir assez de liens sociaux profonds, de communication, etc. Et donc j'ai eu des addictions. Alors il y a bien évidemment eu la principale addiction, et là qui touche, je dirais quasiment 100% de la population, c'est l'addiction au sucre. Voilà, le sucre est plus addictif que la cocaïne. Ça stimule, et l'héroïne, ça stimule les mêmes zones dans le cerveau quand on fait un IRM, mais en beaucoup plus puissant avec le sucre. Et pourtant, personne ne vient vous dire que si vous mangez du sucre, vous êtes un putain de drogué, quoi. Non. Je mal dit, putain de drogué, c'est juste une expression, c'est pas ce que je pensais. Donc, il y a eu le sucre, mais ça, je m'en fiche de vous le dire. Il y a eu l'alcool. À une période de mes études, qui a duré quand même quelques années, je me prenais plusieurs cuites par semaine. C'était dans un contexte festif, mais rétrospectivement, plusieurs années plus tard, j'ai quand même compris que c'était lié à un mal-être dans ma vie et qui correspond à la pire période de ma vie, quand j'étais étudiant en médecine. Et voilà, ça, je vous en reparlerai. Sinon, et en fait, ça je l'ai révélé il y a 2 jours
dans la soirée, c'est que j'ai eu une période d'addiction au film porno. Voilà, ça a duré quand même une dizaine d'années. Alors ça m'a rien apporté du tout, hein, comme toute addiction. Ça modifie le fonctionnement du cerveau. On commence à s'habituer. On a moins de volonté. On est dans le vouloir tout de suite, avoir un apaisement tout de suite. Et c'était vraiment comme beaucoup d'addictions, c'était pour combler un mal-être, mais surtout un stress immédiat. En regardant les films porno, en la masturbation compulsive plusieurs fois par jour, et bien au moment de l'éjaculation, de la jouissance, enfin éjaculation plutôt que jouissance, quoi, c'est et bien ça apaise, quoi. Il y a une libération d'endorphines qui vous inonde le cerveau, ça va bien quelques minutes, et après vous replongez de nouveau dans votre stress jusqu'au prochain visionnage et masturbation. Voilà, donc ça j'en ai très longtemps eu honte. Je me suis aperçu qu'en fait j'ai fait des recherches sur internet. Il y a même des sites internet dédiés à ça pour que les gens s'en sortent, quoi. Les films porno, ça fait vraiment partie de la culture maintenant. C'est une catastrophe. En regarder une ou deux fois de temps en temps, seul ou avec quelqu'un, c'est pas un crime de lèse-majesté, ça vous tuera pas. Mais en regarder tous les jours, plusieurs fois par jour, ouais, là ça devient une vraie addiction. Et en fait, comment je m'en suis sorti, la première chose, ça a été de le dessiner, quoi. C'est dire, j'en ai marre. Et puis j'ai quand même lu comment ils faisaient sur les sites, sur internet, comment ils faisaient et tout ça. Et bon, j'ai recraqué quelques fois, mais c'était vraiment dans les périodes de stress ou quand je lisais beaucoup de choses et que je me sentais seul, effectivement. Donc là, paf. Et dès que je ressortais, que je me reconnectais à moi-même, à ce que j'aimais bien, eh bien ça allait mieux. Et hop, parti, ça me manquait pas du tout, quoi. Mais que ça soit les films porno ou même la masturbation sans porno et tout ça, quoi. On n'en a plus besoin une fois qu'on est bien, quoi. Donc c'est vraiment ça le plus important. Voilà, alors par contre, du coup je me suis aperçu qu'il y avait 2-3 trucs qui n'étaient pas que j'avais notés, et puis je les considère pas du tout comme des faiblesses ou des traumatismes, en tout cas plus maintenant, donc c'est pas la peine de vous en parler. Là c'était juste pour vous donner quelques exemples. Alors juste, je vous avais parlé des traumatismes, de ces faiblesses, et j'avais aussi parlé au début de ce qu'on ne veut pas que les autres sachent. Mais il y a une différence, puisque ce qu'on ne veut pas que les autres sachent, en fait c'est plutôt conditionnel, ça dépend des personnes qu'on a en face de soi. Déjà, entre avoir une fille ou un garçon en face de soi, on n'a peut-être pas envie de cacher les mêmes choses. De même, on ne cachera pas les mêmes choses au boulot avec un patron qu'à sa femme ou à ses amis. On cachera certaines choses à sa femme qu'on dira à ses amis sans problème, et on cache des choses à ses amis qu'on ne dira pas à sa femme. Et en fait, la meilleure chose quand on veut se libérer émotionnellement, alors pas de tout, mais progressivement, c'est peut-être d'avouer une seule chose à une personne. C'est quand vous asseyez entre quatre yeux, en vous regardant dans les yeux, en établissant une connexion, c'est de commencer avec la phrase, c'est « ce que je ne veux pas que tu saches, c'est ». Et là, vous dites. Et vous attendez de voir si l'autre a des questions, comment il réagit et tout ça. En général, il n'y a pas de jugement dans les cas-là, quoi. Voilà, écoutez, je vous propose une chose, du coup. Maintenant que je vous ai dit quelque chose, bien, vous me dites si ça vous intéresse que je vous parle des sujets des TOC, donc des troubles obsessionnels compulsifs, mon expérience, tout ce que j'ai fait, etc. L'addiction au porno, ça peut être intéressant pour ceux qui se reconnaissent. Et un petit exercice pour vous quand même. Est-ce qu'en commentaire, vous pouvez mettre, si vous osez, une ou deux choses, ou plus, ou tout ce que vous voulez, de vos faiblesses, de vos traumatismes, de ce que vous voulez. Quelque chose que vous avoueriez pas, bon, ça sera sur la toile, on n'a pas vos photos, c'est pas grave, quoi. Voilà, alors je vous dis à bientôt, et puis agissez. Ciao.